Bonjour à tous. Moi je suis Cyril, comme mon collègue le disait tantôt, je suis arrivé au Québec il y a 3 ans et demi. Et puis j'ai eu la chance d'être embauché chez Lozo, je peux me faire plein de fun avec plein de super collègues. Je suis connu ici pour être Monsieur Photoshop. Ce qui n'est pas exactement vrai, je suis plutôt Monsieur Idée étrange et c'est pour ça que je suis obligé d'utiliser Photoshop. Comme ironiquement je l'ai mis sur ma feuille de présentation, j'aime ça faire ce qui me passe par la tête, même si c'est accrocher ma tête sur un mur, éventuellement. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la photo composite, qui est une façon extrêmement libre de s'exprimer créativement et de mettre au jour toute sa créativité puis son imaginaire. J'aime faire ça parce que tout peut éventuellement mener à de bonnes idées. Ça peut être les gens qu'on va côtoyer notamment, et ce qui est d'ailleurs ma première source d'inspiration. Donc ici, je ne vais pas vous parler de Photoshop, désolé, on n'aura pas le temps pour ça. Par contre, il y a tout plein de choses à savoir avant de passer sur Photoshop ou sur d'autres logiciels de traitement d'images qui vont être garants de votre réussite après en post-production. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je veux m'assurer que vous ne fassiez pas toutes les erreurs que j'ai passées à faire pendant les 10 ans qui m'ont mis à réussir mon premier composite. C'est-à-dire faire quelque chose de cool, croire que c'est cool, d'arriver sur l'ordinateur et de se rendre compte qu'il n'y a rien qui marche. Et qu'on n'y arrivera jamais, et qu'on croit qu'on n'y arrivera jamais. Donc l'idée ici, c'est de prendre les choses par le bon bout, de commencer par le début, pour ensuite après s'éclater sur Photoshop ou sur autre logiciel de traitement d'images, et de réussir enfin à créer ce que vous avez, qui vous êtes passé par la tête. Donc aujourd'hui, on va parler du matériel requis. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Les différents types de composites, il y en a 2 d'après moi, on va en parler. De la procédure à suivre, et c'est là le plus important, parce que c'est un petit peu comme une recette de cuisine, on ne peut pas commencer par la fin, il faut bien commencer par le début. Et les pièges à éviter, et ils sont nombreux quand on va créer un composite. Alors quand on veut faire un composite, il faut y penser avant. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir le bon matériel pour ça. Évidemment, un appareil photo, ok, ça paraît couler de sens, mais vous pouvez le faire avec une toile aussi et des pinceaux, mais à ce moment-là, prenez un pinceau, une toile. Il faut qu'il ait les modes manuels, on va voir pourquoi juste après. Un trépied, ce que le trépied va vous permettre, de vous libérer les mains pour laisser de la place à votre tête pour travailler. Et 2, elle va aussi garantir une meilleure qualité d'image. On va voir pourquoi c'est important. Un ordinateur, cela va de soi. Un logiciel de retouche. Alors vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes pour Photoshop ou de prendre un abonnement. Vous avez des solutions gratuites, comme GIMP par exemple. Optionnellement, vous pouvez utiliser de la lumière studio, de la lumière continue, parce que le contrôle est là aussi très important pour réussir un composite, et le contrôle de la lumière est fondamental dans ce process-là. Donc si vous avez de la lumière, quelle qu'elle soit, qu'on peut contrôler, c'est le temps de s'en servir. Et optionnel, mais fortement recommandé, une tablette graphique. Parce que faire un détourage avec une souris, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il y a de quoi s'arracher les cheveux par les oreilles, c'est assez impossible. Donc, ce n'est pas nécessaire de prendre le dernier modèle super cher, de prendre une Cintiq super haut de gamme. Une petite tablette Intuos d'entrée de gamme fait super bien la job, j'en ai une, puis j'en suis hyper ravi. Donc, tout ça, ce sera pour le matériel photographique. Évidemment, ce qu'il vous faut avant tout, c'est un cerveau et de bonnes idées. Et ça, je compte sur vous. Normalement, on a tous ça, il suffit de regarder un petit peu. Alors, les 2 familles. Désolé pour le bug pour l'image de gauche, c'est mon premier PowerPoint. Donc vous avez ce que je catégorise, vous avez 2 catégories qui sont les plus communes d'après moi. Vous avez les simples, qui sont les lévitations et duplications. Elles sont simples parce qu'en général, on peut toutes les faire à la même place, au même moment, avec les mêmes conditions lumineuses. Et vous avez tout le reste, ce que vous avez à droite avec le méchant Godzilla qui écrase le monde, où les choses vont être shootées souvent dans différents endroits, différents moments, sous différents angles, ce qui fait l'imbrication finale un petit peu plus compliquée. Donc je recommande à tout le monde de commencer par les lévitations, les duplications, parce que c'est celles qui sont les plus, qui vont vous donner le plus de satisfaction dès le départ, et qui permettent en fait de rapidement prendre vie sur Photoshop en quelques heures, même en quelques minutes. Si vous êtes assez bon, vous pouvez créer une lévitation, une duplication très simple. Donc une lévitation, c'est faire voler des choses ou des gens, et les duplications, c'est créer des multiples dupliques d'une personne ou d'un objet au sein d'une scène. Donc là, c'est assez facile, il suffit d'y penser un petit peu, puis on peut facilement comprendre comment on va s'y prendre. Donc, tout commence par une idée
Et c'est ça qui prend en général le plus de temps quand on va faire un composite, c'est de bien réfléchir à son affaire. Je vous recommande de profiter de vos petits moments de tranquillité où en général on a toujours nos idées qui s'en viennent. Moi c'est le matin, quand je suis en train de me laver, mes idées me viennent là, mais il y en a c'est en faisant la vaisselle, il y en a c'est en conduisant. Notez-les, gardez-les précieusement parce que ça va être votre meilleure trousse pour avoir du plaisir plus tard. Donc une idée, avant tout c'est un concept, ok. Là en l'occurrence j'ai eu cette idée-là de double portrait que j'ai appelé Me and My Mini-Me, moi et mon mini-moi, qui représente en fait un personnage avec son moi intérieur, en plus petit, en nain un petit peu. Donc là on a Julien, notre cher camarade du grand public, qui chante tout le temps, il aime tout le temps chanter sur le plancher, donc évidemment je l'ai mis en petit chanteur d'opéra. Ça, c'est extrêmement important d'avoir un concept d'abord pour commencer, parce que si vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire, vous n'arriverez jamais à le faire. C'est comme ça. On ne peut pas se lancer au hasard dans la création d'une image si on n'a pas une idée plus ou moins précise de ce qu'on veut. Si vous avez une idée qui ne vaut pas blanc dans la tête, notez-la et n'hésitez pas à faire un petit dessin. Le meilleur ennemi du photographe composite, c'est la fausse bonne idée. Et on en a beaucoup. Des fausses bonnes idées, ça arrive des fois qu'on pense à un truc, on en parle à un ami, à un collègue, puis il nous dit bah, c'est pas intéressant ton affaire. Puis en y réfléchissant un peu, il fait ouais, t'as raison, c'est un petit peu plate mon affaire. Donc le fait de faire un dessin, ça permet rapidement de coucher ça sur papier, de faire face peut-être déjà à des défis techniques, de se dire oula, non, mais ça me paraît compliqué cette affaire-là, puis surtout de voir si la composition est bonne. Une image, avant tout, il faut la composer, il faut placer les éléments, c'est comme un paysage, c'est comme un portrait, c'est comme une photo d'architecture, il faut que les choses soient jolies, harmonieusement placées dans une image. Donc le fait d'avoir un concept et de le mettre sur papier, même si on est pourri en dessin, c'est pas grave, ça peut être des petits bonhommes bâtons, puis fait vite fait, ça peut rapidement définir le destin de votre composite, soit une bonne idée, soit une fausse bonne idée. Donc on commence toujours comme ça. Il faut toujours aussi se verrouiller tout. On ne fait aucune place à l'improvisation, surtout avant d'aller faire les images. Alors, ça peut être booker des gens sur un parking pour aller faire, je sais pas moi, une séance photo. Ça peut être de louer de l'équipement, etc. On ne laisse rien au hasard parce qu'il y aura toujours quelque chose que vous aurez oublié de toute façon. Ça c'est quelque chose à mettre dans un petit coin de votre bureau, c'est un petit panneau avec marqué désolé. Ça arrive tout le temps, on pense avoir pensé à tout, puis malheureusement on se rend compte qu'on s'est complètement croûté. Donc à quoi il faut penser quand vous faites un composite ou quand vous pensez faire un composite? De qui je vais avoir besoin, parce que les gens, évidemment, c'est important, surtout si vous avez des gens dans vos composites. Moi, c'est toujours le cas personnellement. Voir s'ils sont disponibles, voir s'ils sont d'accord, voir s'ils adhèrent à votre projet. Deuxièmement, où? Si je veux aller, par exemple, comme vous l'avez vu tantôt dans mon image avec le Godzilla géant, si je veux shooter au milieu de la rue, est-ce que j'ai un coin de la rue qui est fermé? Est-ce que la lumière va aller à l'heure où j'ai prévu d'y aller? Est-ce que l'angle convient, etc., etc. 3, de quel matériel je vais avoir besoin. C'est aussi plate que ça, mais des fois, avoir un réflecteur, ça peut être utile dans certains shoots, des fois pas, donc peut-être demander à un ami d'en avoir un, etc. Donc il faut essayer de penser à tout, s'assurer du réalisme aussi de sa scène. Si j'ai besoin d'un dinosaure dans ma scène, est-ce que je vais être capable d'en trouver un? C'est poche, mais des fois un jouet peut faire la job, mais des fois, oui, si je veux un hélicoptère qui va détruire Montréal, ça me prend d'avoir au moins un modèle d'hélicoptère quelque part, ou les assets qu'il me faut pour le faire. Donc, pensez à tout ça. S'assurer qu'il ne manque rien. Le petit, peut-être, je sais pas moi, le petit marchepied pour mon modèle, à bouffer, à boire. Tout doit y passer, du matériel à la logistique, parce que sinon on arrive sur place, puis là on se retrouve en pleine improvisation, puis là c'est là que rien ne va plus. Donc à éviter à tout prix. Alors, voilà une image que j'ai faite cet été pour un calendrier, pour une équipe sportive à Montréal. Donc je vais prendre cette image-là comme support pour vous expliquer un petit peu justement de quoi je parlais. On ne va pas parler encore de technique, qu'est-ce qu'on va faire avec l'appareil photo, mais du moins du process que ça prend pour créer un composite qui fonctionne. Et qui fonctionne tout de suite. C'est-à-dire que cette image-là m'a pas pris énormément de temps après à composer par après. Par contre, j'ai réfléchi bien longtemps avant de positionner mes choses et mes affaires. Donc premièrement, j'ai eu une image mentale de cette image-là. Je me suis dit, ok,
je veux la télé là, je veux la personne qui sort là, je veux mes deux personnages au premier plan, je veux le petit cadre sur le côté, je le voulais exactement comme ça. Donc on commence par se faire soit une image mentale, soit un dessin, si on est meilleur en dessin que moi, mais moi je suis assez bon pour mettre les choses dans ma tête un peu. Ça nous prend toujours un fond pour faire un composite. C'est ce qui va déterminer la mise en scène de votre histoire, c'est ce qui va déterminer souvent où est-ce que vous allez shooter votre composite. Mais surtout, c'est une banque, c'est un petit peu un gilet de sauvetage, un filet de sauvetage, cette image de fond-là. Pourquoi? Parce que des fois, on se rend compte qu'il y a un fil, du flash qui passe par là, qu'on n'a pas vu, parce que justement, des fois, on oublie des choses, qu'on n'a pas vu, qui est en plein milieu de sa photo, puis qu'il va falloir gommer. Donc, si on a déjà une version vide du décor, c'est facile, il suffit de faire apparaître le décor vide en arrière, puis on peut faire disparaître les choses qui ne conviennent pas. Donc là, en l'occurrence, on voit que j'ai mon téléviseur qui est là, j'ai le cadre qui est déjà bien placé, j'ai le meuble, j'ai le mur qui est bien positionné. Donc toujours le décor, l'angle. Cet angle-là, je n'y touche plus. Une fois que j'ai découvert ce que je veux, je verrouille ma caméra sur mon trépied et je ne bouge plus. Le personnage. Là, c'est intéressant parce qu'on va ici parler de la lumière. La lumière, c'est ce qui va faire que votre scène va être cohérente. Okay. Même si vous créez quelque chose de complètement fantastique, il faut vous baser toujours sur de la cohérence, sur du fait réel. Donc, n'hésitez pas à regarder des fois des choses anodines dans la rue, comment on se comporte, admettons, je ne sais pas moi, le soleil à travers les feuilles des arbres, est-ce que ça pourrait vous servir un jour? Regardez comment les ombres se comportent. Ça peut paraître idiot, mais c'est tout autour de nous, mais ça nous prend de connaître ça pour être capable de faire un bon composite. Donc là, ici, j'ai mon personnage que j'avais déjà prévu de couper à la hauteur de ses shorts parce qu'il sort de la télévision. Vous remarquerez que je ne me suis pas rapproché de lui, je ne me suis pas éloigné de lui, je l'ai mis exactement là où il devait être, même si techniquement il est un petit peu plus en arrière dans la vraie image, mais ce qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est d'avoir une cohérence au niveau de la lumière. Je sais très bien que quand on allume un téléviseur, un écran, il va projeter de la lumière, vous êtes éclairé par les écrans vous-même ici en avant un petit peu. Donc, j'ai répliqué cette lumière-là en la rendant un peu plus enveloppante parce que je ne pouvais définitivement pas le mettre dans une télévision, mais en me faisant une lumière enveloppante dans le même sens que la télévision, la pose définitive, boum, je fais ma photo, tout est beau. Okay. Le fait qu'il soit déjà dans le bon angle, j'ai aucun ajustement à faire, j'ai peut-être un petit peu de repositionnement, boum, c'est bon, mon personnage va pouvoir être intégré. Là ici, j'ai mes deux personnages principaux. Et j'ai placé ma softbox qui fait à peu près la taille de la télé, la vraie télé, à la place de la télé où elle est. Donc ici, je ne vais pas créer quelque chose d'artificiel, je vais faire les choses de façon pratique. Okay, faire du composite, c'est faire les choses en vrai, mais pour de faux, un peu. Donc ça me permet ici d'avoir la bonne lumière sur mes personnages, d'avoir le mur sur le côté qui est éclairé comme s'il y avait une télé qui était là, et d'avoir la puissance nécessaire pour éclairer ma scène correctement. L'ombre, ça aussi important que la lumière, évidemment, ça en découle directement. Donc là, ici, j'ai deux exemples du petit Julien en train de faire sa petite chansonnette. Okay. J'ai à côté, du côté gauche, vous pouvez, au milieu de l'image, apercevoir une version ratée, enfin du moins une version pas crédible de l'incrustation. On remarque en bas de ses pieds qu'il n'y a pas d'ombre, aucun contact, donc il a l'air de flotter là au-dessus. Et à droite, j'ai rajouté une ombre, même si elle n'est pas 100% accurate. Cette ombre-là va pouvoir, dans notre esprit, faire le lien entre l'objet et la surface sur laquelle il est posé. Donc ça, quand on est artiste composite, on passe son temps à se soucier des ombres, beaucoup. Il ne faut jamais négliger ça, et non, on ne peut pas les faire n'importe comment non plus. On remarque que sous son menton, dans les plis de son veston, les ombres pointent déjà vers le bas. Pourquoi ? Parce que j'ai fait exprès de l'éclairer par le haut, parce que je savais que ma scène, il y aurait une espèce de spotlight, comme un projecteur de scène qui l'éclairerait par le dessus. Donc éclairé par le dessus, ombre directement en dessous. Et vous devez faire hyper attention à ça, parce que même si vous avez la meilleure qualité d'image, même si votre composition est parfaite, que votre histoire est rigolote, une ombre qui est mal foutue, hop, votre composite il tombe à l'eau directement. Okay. Donc ça, il faut tout le temps y penser. N'hésitez pas, si vous avez un doute sur le comportement d'une ombre en fonction de votre source lumineuse, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, etc. Peut-être que vous avez vu la conférence sur la photo en studio.
Recommencez, prenez une source lumineuse qui ressemble à celle que vous avez utilisée, mettez votre main devant, peu importe, puis regardez comment l'ombre se fait, si elle est douce, si elle est dure, si elle se fade rapidement, si elle devient rapidement invisible, ou si au contraire elle est très très sombre. Et tout simplement essayez de répliquer ça le mieux possible sur votre logiciel de montage. C'est la meilleure façon de faire. Okay. Si une ombre est ratée, malheureusement, tous vos efforts tomberont à l'eau. J'en étais où? Dernière chose aussi, vous pouvez jamais vous dire de toute façon j'arrangerai ça sur Photoshop, ok? Évitez ça, ça marche surtout pas en composite. Avant de faire clic, ok, donc on a parlé de tout ce qui était un petit peu la préparation, tout ce qui était inhérent en fait aux préparatifs techniques de la prise de vue. Donc avant de faire clic, on appelle tout le monde, mais il y a toujours des espèces de constantes qu'il faut garder en tête. Le flou, c'est mal. Ok ? Quel que soit le type de flou, c'est obligatoirement une galère. Détourer ou incruster un objet ou une personne qui est parfaitement nette, c'est easy. On peut s'arranger avec plein de techniques, on va voir juste après. Par contre, détourer quelque chose qui est flou, même un temps soit peu, ça devient rapidement une galère. Que ce soit du flou de mouvement, on voit la main de mon collègue ici et celle de son autre camarade d'ailleurs à côté, très flou à cause du mouvement, donc c'est du flou de bouger. Ma vitesse d'obturation qui n'était pas assez rapide, ça m'a causé pas mal de troubles. Il a fallu que je triche, que j'aille flouter encore plus pour aller limiter l'impact visuel de ce mouvement-là. Le flou de profondeur de champ, c'est pareil, c'est joli, on aime tout ça, on aime donner de la profondeur à ces images. Amusez-vous à détourer quelque chose de complètement flou, admettons des cheveux par exemple, ou un coude ou je sais pas quoi qui ne sera pas net. Bonjour la galère, je vous souhaite bonne chance. Le flou, c'est toujours quelque chose qu'on peut recréer après. Ça par contre, c'est quelque chose qu'on peut faire sur Photoshop. Donc, on n'hésite pas, on va aller chercher le maximum de netteté dans toutes ces prises de vue. Donc, une vitesse élevée, si possible, et une ouverture bien fermée, F10, F11, pour avoir le maximum de profondeur de champ. Si jamais vous voulez créer du flou en arrière, c'est pas grave, on peut toujours le faire après, il y a des filtres assez efficaces pour faire ça par après. Mais surtout, le flou, c'est mal. Donc, ne vous faites pas avoir, comme je me suis fait avoir notamment sur Scala, pourtant c'était il n'y a pas longtemps, c'était pendant cet été. Laissez votre enthousiasme de côté, soyez très méthodique là-dessus, vérifiez votre shot, si vous remarquez qu'il y a du flou quelque part dans un endroit que vous avez décidé de conserver dans votre composite, c'est pas grave, le monde sera bien content de refaire la photo pour qu'elle soit parfaite, ok, donc n'hésitez pas. Même si là en l'occurrence c'était la 15e fois qu'on la faisait, puis le gars en arrière qui porte son ami, j'étais un peu fatigué. Mais c'est pas grave, il faut souffrir pour être célèbre. Okay. Le contraste est votre meilleur ami, youpi. Pourquoi? Parce que souvent on dit détourage pour du composite, et le contraste c'est facile, ça vous simplifie la vie au max. Il n'y a rien de plus difficile que d'avoir des sujets qui ne se séparent pas l'un de l'autre. Là en l'occurrence pour Monsieur Godzilla que vous voyez ici, j'ai peut-être mis 2 minutes à faire le détourage, parce qu'il était quasiment sur fond blanc. J'avais surexposé le fond pour l'éclairer correctement lui, donc avec un fond blanc, un coup de baguette magique, pouf pouf, c'était fait. Un petit coup de masque, c'était réglé. Donc tout ce qui est contraste colorimétrique, contraste de luminosité, c'est votre meilleur ami. Attention toutefois de ne pas brûler ou boucher une certaine partie de votre image parce que vous pouvez la détruire comme d'habitude, même si le RAW permet pas mal de choses, mais le contraste est votre meilleur ami pour la suite. Petite parenthèse, si jamais vous allez à la pêche aux images pour vos composites, excusez-moi, des fois on a envie de juste récupérer une banque d'images au cas où on aurait besoin d'une borne à incendie ou d'un vélo ou d'un arbre pour ses prochaines compositions. Essayez de toujours vous arranger pour le prendre sous un angle qui va le mettre sous forme de gros contraste. Okay, un arbre, essayez de le prendre en photo par exemple sous un ciel très très blanc couvert ou au contraire très très bleu, mais jamais avec un autre arbre derrière ou un bâtiment parce que sinon il sera complètement inutilisable. Et essayez surtout d'utiliser des angles les plus génériques, ni trop haut ni trop bas, de façon à ce que votre objet soit exploitable par la suite.
Donc le contraste, votre meilleur ami dans la création d'un composite. Ah, question du fond vert. Fond vert, bonne idée ou pas? Une question à laquelle on a du mal à répondre toujours. En fait, ça va dépendre de où, quand, comment, pourquoi. Pour moi, en l'occurrence, le début avec le fond vert, ça s'est plutôt mal passé, parce qu'un fond vert, c'est assez compliqué à éclairer. Il va correspondre dans certaines conditions. Si vous voulez éclairer votre sujet par l'arrière, parce que votre composition le nécessite, parce que par exemple vous l'avez mis dans un fond où il y a le soleil derrière par exemple, oui c'est le fun d'utiliser un fond vert parce que en éclairant par l'arrière vous n'aurez aucun déversement du verre sur votre sujet, ce qui fait que vous allez pouvoir être capable de le couper facilement. Si vous avez un éclairage frontal ou beaucoup de lumière ambiante, malheureusement ça peut poser problème, on va voir ça tantôt. Donc pour certains petits détails, comme on peut voir ici sur le bras de François Philippe, qui va être notre prochain conférencier. Pour les petits détails, comme la pilosité par exemple, les cheveux, les poils de barbe, etc., ça peut être assez salvateur. Là aussi, si votre éclairage est correct et si le contraste de couleur est suffisant. Donc ça va permettre de garder tous ces petits détails-là, donner du réalisme supplémentaire à vos composites. Dans certains cas, ma foi, ça ne marche pas si bien que ça. Quand on a un sujet notamment qui va porter des couleurs grises qui attrapent beaucoup la couleur ambiante, on a tous connu la technique du gel coloré pour projeter sur un fond gris qui va immédiatement prendre la couleur du gel. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé sur son pantalon ici, sur ses chaussures. J'en ai arraché pas mal pour enlever ce vert-là, pour retrouver la vraie couleur de son pantalon. Donc pour moi, ça a été plus une galère qu'autre chose. Donc je vous dirais, vous remarquerez ici, j'ai pas vraiment d'éclairage en arrière. L'éclairage vient directement sur le fond vert, ça rebondit partout. Boum, je me suis retrouvé avec un composite beaucoup moins le fun à réaliser par après. Donc je vous dirais le fond vert à voir au niveau de la couleur de votre sujet que vous voulez détourer, puis au niveau de complexité. Si votre sujet c'est un monsieur tout chauve et puis qui n'a pas de poils partout, ça devrait bien aller. Pour une jolie femme avec des cheveux qui volent, qui fait qui fait une forme avec ses cheveux, vaut mieux avoir un fond vert ou quelque chose comme ça. Une fois de plus, le contraste suffit. Okay, vous verrez, ça c'est ma série des mini-mois, vous l'aurez peut-être deviné. Donc on a Enrique en haut à droite, ici, pas de fond vert, rien du tout. Le mur de mon salon, le fait qu'il y ait beaucoup de différence entre lui et le fond suffit pour faire un détourage efficace et rapide. Donc des fois, vous ne prenez pas le chou, on ne se casse pas le bicycle, on fait au plus simple et une fois de plus, on simplifie la vie pour après. Mais je voulais vous montrer cette photo, c'est une excuse. Le dernier truc, je suis allé vite, je suis vraiment désolé, mais je vous laisserai du temps pour les questions, je suis vraiment allé vite. Le dernier truc, soyez organisés. Faites-vous une routine quasi militaire parce que, une fois de plus, ça va vous aider à quitter l'improvisation et à être vraiment dans l'efficacité dans la création de vos composites. Soyez organisés et soyez organisés surtout en post-production. Si on regarde ici ma liste de layers Photoshop, je ne pense pas qu'elle soit entière sur celui-ci si elle est entière. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir sur l'écran maintenant, mais tout est noté, tout est dans le bon ordre et quand on peut faire des groupes, on fait des groupes, on range tout ça bien. Je ne sais pas si vous avez déjà une bonne expérience sur les logiciels de retouche, si vous êtes débutant ou un petit peu moins débutant, mais rien n'est plus frustrant de retourner sur un projet qu'on a laissé de côté depuis quelques jours et de se rendre compte qu'on ne sait plus où est quoi. Où est l'ombre de machine, où est le patch de cheveux, où est la brique, où est le fond, des fois on ne sait même plus où est le fond. Donc n'hésitez pas à revenir sur vos projets, refaire un tour de tous vos layers. Des fois on se rend compte qu'on a fait un truc qui n'a vraiment pas d'allure, on fait comme pourquoi j'ai fait ça, dégage. Encore faut-il qu'on soit capable de l'identifier correctement. Un composite, on peut le mâchouiller très longtemps, okay, on peut le digérer un bon bout de temps. Donc le fait que tout soit bel et bien rangé comme il faut, ça va vous permettre d'être plus efficace, puis de ne pas se dire « Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que je vais devenir avec ce composite-là » okay, on est capable de travailler correctement. Donc, c'était mon dernier conseil pour la création d'un composite.